Bonjour à tous, bienvenue pour ce cours d'hébreu avancé. C'est notre dernière séance du semestre déjà. Et donc voilà, la prochaine séance sera consacrée à l'examen pour ceux qui le passent. Nous allons tout de suite partager l'écran, voir ce qu'il en est de notre texte, ce petit ostracon que je vous ai montré la dernière fois. Voilà, vous devriez voir mon écran. Je vais peut-être vous remontrer rapidement l'ostracon en question. Voilà, il s'agit donc de cet ostracon donc JH22, donc collection Jeselson à Zurich, numéro 22, qui va donc faire partie de ce corpus dont je prépare la publication avec André Lemaire. Là, vous avez une photo couleur améliorée. L'ostracon a été humidifié pour faire ressortir le texte. Et sinon, à l'œil nu, il n'est pas tout à fait aussi visible. Je vous montre aussi une photo en imagerie multispectrale qui combine à la fois spectre visible et infrarouge, et donc qui permet, comme vous pouvez le voir, de faire mieux ressortir l'encre du texte, même si ça reste un petit peu difficile. Et en particulier, il y a plein de traces. Vous voyez ici à la fin, là, on voit bien on voit bien. Moi, je vois bien des petites traces à la fin de la ligne qui montrent que, comme bien souvent, c'est un palimpseste. On le voit ici aussi également entre les deux lignes ici et là. On voit des petites traces de lettres. Et en fait, assez souvent, je ne sais pas si j'ai noté dans les notes, je vais signaler, je ne vais peut-être pas signaler. Je suis désolé, je suis en train de travailler en même temps que. Si, c'est ça, j'ai mis une note. Voilà, voilà, si, très bien, très bien. J'ai déjà signalé que c'était un palimpseste. Bon, très bien. Et donc, assez souvent, bien sûr, voilà, c'est un palimpseste pour ceux qui ne savent pas ce que c'est. C'est un document écrit qui a été effacé et sur lequel on a réécrit. Hein. Donc, on recycle la surface d'écriture. On le fait même avec des parchemins, ça se fait jusqu'au Moyen-Âge, tout ça. Enfin voilà, c'est précieux, un parchemin, donc on ne va pas mettre ça à la poubelle. Donc on lave et on réécrit par-dessus. On lave mal, et donc les couches antérieures peuvent se voir. Là, c'est un peu surprenant parce que le support d'écriture est bon marché. C'est un débris de poterie, donc c'est déjà du recyclage à la base. Donc on recycle ce qui est déjà recyclé. Et voilà, c'est peut-être une leçon pour nous aujourd'hui au XXIe siècle de prendre davantage l'habitude de recycler systématiquement tout ce que nous avons sous la main. Ça allait de soi dans l'Antiquité. Alors retournons à notre texte. On arrive à la fin et en plus la fin est cassée. Hein. Je vous montre aussi là, vous voyez, on arrive ici bientôt on était là à la fin de cette ligne-là. Et puis du coup, il y a la ligne suivante qui est à peu près complète, un peu effacée au milieu. Et puis ensuite, on voit tout en bas, on voit des petites traces le sommet de lettres qui dépasse. Ça veut dire que le texte est cassé. Vous voyez, en bas, malheureusement, le texte n'est pas complet. Donc en fait, voilà, j'ai mis des points de suspension pour dire le texte continue, on n'a pas la fin du texte. Il y a du texte de l'autre côté. D'ailleurs, tant que j'y suis, ma foi, je vais vous montrer aussi. Alors, attendez, où est-ce que c'est? Le verso ici. Le revers, devrais-je dire. Recto verso, c'est des termes qui s'appliquent au papyrus, normalement. Donc, sinon, voilà. Et donc, vous voyez il y a encore un petit peu de texte de l'autre côté avec une ligne et puis un tout petit peu de. Donc, on ne sait pas est-ce qu'il finalement il n'a pas fini, qu'il continue de l'autre côté. Et en même temps, voilà. Donc, c'est pas. Il est aussi possible que de l'autre côté, là, il y a des traces, là, un peu de ce côté-là. Donc, est-ce que c'était aussi un palimpseste de l'autre côté? Est-ce que la suite de ça, c'est la suite de la première inscription ou de la deuxième? Vous voyez un petit peu le genre de questions qu'on se pose. Voilà, quand on fait ce genre de travail. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Donc, recopier le texte pour voir où on en était. Voilà, ligne 6, 7 et 8. Alors, copier, coller. Voyons voir. Hop. Donc, comme je disais, JH22. Et voilà, ça c'est le texte sur lequel on travaille. Et puis, du coup, je colle ça. Voilà. Alors, on avait ici, donc, on s'était posé les questions Baïta qu'on avait analysé comme étant vers la maison avec le A de direction, même si ça pourrait être aussi Beto, sa maison. Mais alors, il faudrait savoir de qui on parle, ou Beta, même sa maison à elle, puisque le He à la fin donc, peut être mère de lecture, soit pour un son A, troisième féminin singulier, soit pour un son O, troisième masculin singulier. En fait, on ne sait pas comment c'était prononcé, mais le suffixe troisième masculin singulier, en tout cas, peut être écrit avec un He à la fin. Donc sa maison à lui ou à elle.
Alors du coup, voilà. Mais comme on n'a qu'un seul côté de la conversation, il est possible effectivement qu'on réponde à voilà, une lettre qu'on a reçue et on sait très bien de qui on parle, on ne sait pas. Bon, voilà. Sinon, c'est à la maison. Et puis ensuite, on avait discuté donc de ce terme ici et on avait réfléchi un peu à la racine en disant de quoi peut-il s'agir. Et donc, du coup, on avait envisagé que ça pouvait parler éventuellement du terme briser, quelque chose comme ça, la racine du verbe. Et du coup, alors soit le ha devant qui pourrait être un article défini pour ce qui pourrait être du coup un substantif ou un adjectif ou un participe, hein, quelque chose en tout cas qui est susceptible de prendre un article devant. On pourrait imaginer, je ne sais pas si on en a parlé, que ce soit un et interrogatif. Est-ce que, voilà, quelque chose comme ça, ou bien la préformante d'un verbe qui du coup serait au ifil, au fal, etc., ou même le nifal, au participe, etc. Bon, voilà. Donc à ce moment-là, il faut briser, quelque chose comme ça. Et alors le he à la fin pourrait être un a volitif, quelque chose comme ça. Ou bien, là encore, un suffixe. Il faut le briser ou la briser. Voilà, quelque chose comme ça. Une autre possibilité également, donc toujours si on prend la racine shin bet resh, là ça a l'air assez évident, hein, vu la forme morphologique, c'est cette racine-là qu'il faut chercher. Il y a aussi le terme, le terme chever, qui correspond donc à des céréales, qui est traduit en général du grain. Hein. Voilà, on traduit du grain. Et donc, du coup, ou des céréales, quelque chose comme ça. Et donc, du coup, on en fait un verbe. Il y a aussi un verbe dénominatif à partir de grain. Donc, on pourrait dire, comme si en français, on avait un verbe grainer. En français, on fait égrener d'ailleurs, mais ça n'a pas le même sens, évidemment. Et, enfin, pas le terme que je connais. Et du coup, c'est un terme qui désigne le fait de faire de l'acquisition de grains. Je vous donne un exemple, je vais vous mettre ça à l'écran tout de suite. De faire du commerce du grain, vous voyez. Donc, si vous prenez le dictionnaire du Halot, vous avez donc le verbe chavar de, donc qui est un verbe homonyme, qui est un dénominatif de chever, donc c'est quand vous faites un verbe à partir d'un nom. Et du coup, qui signifie donc, voilà, ce qui propose donc acheter du grain ou acheter tout court. Et puis, une occurrence, donc ils disent au IFIL, offrir du grain à la vente, etc., etc. Donc, on peut d'ailleurs faire la recherche pour voir les occurrences justement de ce verbe. Alors, si je dis le verbe chavar de, en disant que je veux le verbe, alors qui serait wifil hein, ici, puisqu'on a le et devant. Voilà, on a 5 versets dans la Bible. Je vais fermer ça. Et donc, on nous dit Ve Yosef hu hashalit al haaretz. Donc, Joseph était donc le gouverneur du pays. Et ensuite, hu ha mashbir. Il était donc le mashbir, participe ifil, c'est-à-dire le faiseur de grain d'une certaine manière, c'est-à-dire celui qui gère le commerce du grain ou en tout cas la gestion, le gestionnaire du grain, donc des céréales, les rôles âmes pour tout le peuple, etc. Donc, vous voyez, c'est traduit, il faisait vendre du grain par la NBS et il vendait du grain. Voilà. On le retrouve ensuite, Deutéronome 2,18, on dit, voilà, Ochel Bakesef, Tashbireni. Donc, de la nourriture avec de l'argent, Tashbireni, donc tu feras le commerce du grain à moi. Donc, on dit, tu me fourniras, quelque chose comme ça, ou tu me la fourniras. Voilà, c'est traduit par fournir par les deux traductions françaises. Amos 8,5, les morts, Mata Yavor, Chodesh, voilà.
lorsque sera passée la lunaison, Venash Bira. Voilà. Que nous vendions du grain, que nous faisions le commerce de grain chez Vert. Alors vous avez Nashbira chez Vert. Donc voilà, on graine du grain, quoi, hein. Donc voilà, il y a l'idée aussi donc, de faire le commerce du grain. Ça se retrouve au verset 6. Voilà. Et puis enfin, Proverbe 11, 26. Donc on parle de la bénédiction sur la tête, hein, Mracha les roches mashbir, sur la tête de celui qui fait le commerce de grains, hein, qui est le vendeur de grains, quelque chose comme ça. Donc vous voyez, il y a aussi cette idée qu'il faut peut-être traduire quelque chose comme ça. Alors soit là encore à l'accompli, hein. Si on disait tout à l'heure, il y avait le verbe yarad avant, c'était dit est-ce que c'est yarod l'infinitif, il faut descendre, donc je veux que vous descendiez, ou bien il est descendu, et on parle de quelqu'un qu'on ne connaît pas. Et là encore, du coup, pareil, on pourrait mettre à l'accompli, kishbir, quelque chose comme ça. Il a fait le commerce du grain, hein. Il a fourni en grain. Il l'a, alors avec le he à la fin, qui du coup serait peut-être un suffixe, voilà, il l'a fourni en grain, ou elle a fourni en grain, si c'est du troisième féminin singulier, elle a fourni en grain, mais à ce moment-là, ce serait une commerçante de grain. Voilà, donc le contexte est un petit peu difficile, mais donc voilà, on a l'idée soit de détruire, soit de faire le commerce du grain. Et puis ensuite, on arrive à la ligne 7. Alors on va essayer, alors évidemment, la lecture qu'on va faire va dépendre de ce qu'on a compris avant. Est-ce que quelqu'un veut nous lire la ligne 7 pour nous voir un petit peu ce que vous avez repéré dans cette ligne? C'est un petit peu difficile, hein, donc n'hésitez pas, même nous on a du mal à comprendre, si ça peut vous rassurer. Voilà. Je ne sais pas ce qu'on publiera au final, notre interprétation de cette inscription, mais vous voyez un petit peu sur quoi on fait face. Alors, qui veut se lancer pour la ligne 7? Je veux bien essayer. Allez, Jean-Paul. Alors, j'en étais resté à détruire la maison, hein, donc Oui, c'est ça. je n'avais pas du tout envisagé la fourniture de grains. Donc, moi, je dirais Alom Ra, l'Ephrem, peine. Alors, peine, bien sûr, il peut appartenir à une phrase après, si ça a été cassé, si le texte a Oui, tout été à fait. cassé. C'est Mais difficile de il peut savoir être si c'est aussi, un mot. C'est ça. Oui. voilà. Mais il peut aussi appartenir à la phrase en étant placé à la fin, d'après ce que j'ai compris. Oui, oui, tout à fait. Et à ce moment-là, je me suis dit que Halom, ça pouvait être aussi un infinitif absolu, puisqu'il y a une succession d'infinitifs absolus. Mhm. Et donc, j'en ferai un infinitif absolu. Halom, donc le fait d'être muet. Ra, le mal. L'Evrem de vos cœurs, peine. Donc, de peur que le mal de vos cœurs soit muet. Alors, bien sûr, je reconnais que ça ne veut pas dire grand-chose. Enfin, ça voudrait dire qu'il faudrait réduire la maison avant que vous n'ayez plus le malheur dans votre cœur, quoi. Vous Mhm. voyez, ça serait la Oui, oui. cause de la destruction de la maison. C'est peut-être très tiré par les cheveux. Là. Oui, oui. Alors, on va regarder ça. D'abord, on va essayer de vocaliser et puis on discutera après. Alors, peine, effectivement, à la fin, ça peut être un mot tout seul, hein, de peur que, hein, peine, de peur que. Et puis de peur que quoi, ben, on ne sait pas, on n'a pas la suite. Il se peut que ce soit effectivement le début d'un mot qui soit cassé, puisqu'on arrive à la fin de la ligne. Si vous regardez ici sur l'écran, vous voyez, on arrive à la fin de la ligne, il y a le P ici, là, comme ça, qui se fait de cette façon-là, le Nun qui se fait de cette façon-là, et puis ensuite, tout de suite, on a la cassure. Donc, effectivement, on peut dire aussi c'est peut-être le début d'un mot qui se continuait du coup à la ligne suivante, mais du coup, on n'a pas la suite. Donc, soit c'est un. Voilà. Donc, peut-être, si c'est un mot tout seul, de peur que. Quelque chose comme ça. De peur que. Surtout que le nom final n'est pas exprimé, donc on ne sait pas si c'est un nom final ou pas. Oui, c'est ça. Et par ailleurs, effectivement, tout à fait, il faut préciser que dans cette écriture-là, dans l'écriture hébraïque, il n'y a pas de forme finale. Ou plutôt, il n'y a pas de forme médiale. En tout cas, il n'y a pas de distinction entre position médiale et finale. Donc, on ne peut pas savoir si c'est en milieu de mot ou en fin de mot. Voilà. Donc, effectivement, on est bien embêté par rapport à ça. Alors ensuite, avant, le mot qui précède, votre cœur, hein, c'est ça que vous proposez? Oui, l'Evrem. L'Ephrem. Alors,
la vocalisation, ce n'est pas tout à fait ça. En fait, il faut savoir que quand vous avez effectivement le cœur, c'est lève, mais qu'en fait, c'est une racine géminée. C'est lamed bête, bête, en fait. Et du coup, quand vous écrivez effectivement, donc si vous voulez, la forme primitive, c'est lib. Hein, si je vous donne la forme en proto-sémitique, ça veut dire qu'en hébreu, ça va donner lève, comme ça. Quand on est en position finale, on ne peut pas écrire, on ne peut pas mettre un dagesh dans la fin du mot. Leb, enfin, ça ne se fait pas. Ou lib, on ne peut pas faire lib. Donc, en fin de mot, le dagesh tombe. Et du coup, là, il y a un petit déplacement de timbre. Au lieu de mettre un rirek, on va mettre un serré. Mais si on n'est pas en fin de mot, par exemple, si je dis mon cœur, là, il n'y a pas de problème. On retrouve la forme lib, libbi, mon cœur. Et du coup, donc c'est ça qui, voilà, pour les racines géminées, il faut y penser. C'est comme pour le peuple, am. Quand vous écrivez le peuple am, évidemment, il n'y a pas de dagesh à la fin du mot, am, le peuple. Mais si vous disiez mon peuple, ammi, là d'un seul coup, vous avez un dagesh dans le même qui revient. Pourquoi? Parce que c'est la racine géminique qui est comme ça. Il faut juste apprendre le vocabulaire en pensant à ça. Du coup, si vous dites mon cœur, enfin votre cœur, du coup, vous allez avoir lib, vous allez partir sur la forme lib, et puis vous allez mettre effectivement le suffixe rem à la fin, et puis du coup, vous allez mettre un shfa puisqu'il n'y a pas de voyelle sous le bet. Donc, librem. Librem, d'accord. Voilà, voilà. Effectivement, le mot avant, c'est un mot assez courant, hein, ra, le mâle. Du coup, au niveau de la vocalisation, on va plutôt mettre un patard. Vous allez parfois le trouver de temps en temps écrit avec un kamet, mais c'est dans des positions particulières, notamment en forme posale, etc. Alors, une autre possibilité, au lieu de voir le mâle, ça pourrait être de voir le prochain, réa. Mais dans le contexte, c'est toujours pareil, il faudrait comprendre de dire le prochain, votre cœur. Bon. Alors que le mal de votre cœur, bon, pourquoi pas, hein, ça peut se comprendre assez bien aussi. Donc, on va partir là-dessus. Ensuite, au début, alors effectivement, on a cette racine, Aleph, Lamed, Mem. On pourrait hésiter en disant, est-ce que le Mem pourrait être un Mem du pluriel, par exemple? On pourrait avoir Elim, des dieux, par exemple, quelque chose comme ça. Bon, mais c'est dans le contexte un petit peu difficile. Il y a effectivement l'idée, alors vous êtes parti sur l'idée d'être... quel sens vous aviez donné? Je ne me souviens pas trop. D'être muet. D'être muet, c'est ça. D'être muet. Il y a un infinitif absolu, puisqu'on Oui, en avait oui, plusieurs. oui, tout à fait. Oui. Alors, Maintenant, il y a aussi oulam qui veut dire mais. oui, alors c'est ça. Donc, il y a effectivement plusieurs possibilités. Alors, d'abord, être muet, le verbe est attesté peu de fois dans la Bible et toujours au nifal. Oui, il n'est pas attesté au cal, effectivement. Mais je me suis dit que peut-être que là, comme on est dans un contexte hors la Bible, peut-être que c'est très... Oui, alors ça ne veut pas dire qu'il n'existait pas au cal. Hein. C'est juste, voyez, on est obligé de réfléchir à ce qui semble le plus probable. Et donc, voilà, la difficulté, c'est de voir que, bon, il est... c'est de se dire, bon, mais quand même, il est attesté au nifal. Bon, donc ça, c'est... Je m'excuse, je peux poser une question à cette occasion? Oui. Le langage de la Bible, est-ce que c'est vraiment le langage ordinaire des gens de l'époque ou est-ce que c'est un langage très littéraire? Parce que justement, c'est possible. Alors, il y a de tout dans la Bible. C'est-à-dire qu'il y a évidemment des textes de très haute tenue littéraire. Évidemment, vous avez des textes poétiques, quand vous regardez les psaumes, quand vous regardez les prophètes, etc., bien sûr. Il y a aussi des textes, disons, tous les textes narratifs sont écrits de façon souvent assez simple. Et puis, vous voyez, vous avez les formules de salutation quand on a vu la dernière fois, Shalom Atem, ou je ne sais plus, voilà.
c'est la même formule de salutation qu'on a dans le livre de Samuel où on reprend les propos de certaines personnes. Alors évidemment, ça ne veut pas dire que les gens parlaient exactement comme ça. Il y a une mise par écrit, à l'occasion de la mise par écrit, peut-être effectivement on change un petit peu, on adapte un petit peu son discours. Mais c'est le cas ici aussi. Là, on est aussi dans une mise par écrit. Donc, voilà, ça pose question. Donc, l'idée d'être muet, pourquoi pas? Je ne sais pas, il y a un écho chez quelqu'un. Alors, je pense que c'est chez Jean-Paul. Oui, j'ai coupé le micro de Jean-Paul. Moi, en tout cas, j'entendais un écho chez Jean-Paul. Il faut juste ouvrir votre micro quand vous parlez, parce que sinon, on a parfois ce phénomène d'écho. Voilà, donc, le problème, donc je vous dis, pourquoi pas de dire, voilà, on va mettre… mais alors, du coup, il faut être muet, quelque chose comme ça. Le mal de vos cœurs, donc c'est un petit peu compliqué, quoi. Du coup, si c'est le fait d'être muet du mal de vos cœurs, le mal de vos cœurs est muet ou doit être muet, à ce moment-là, on aura plutôt un infinitif construit. Il suffit de changer la vocalisation, hein, c'est pas très compliqué, mais ça pose aussi le problème voilà, du contexte et du fait qu'on n'a pas onifal. Alors, il y a d'autres possibilités. C'est qu'il y a une deuxième racine, Aleph Lamed Mem, qui est très peu utilisée, parce qu'on la trouve une seule fois dans la Bible, dans le livre de la Genèse, où il est précisément l'idée de lier des gerbes de blé. Alors du coup, si on dit, tiens, on se dit, ah, mais on va lier des gerbes de blé, est-ce que ça pourrait être cette notion donc, de ligature de gerbes dans le contexte du commerce de grains, selon l'interprétation qu'on fait de la racine fine betrèche avant? Ça, c'est une possibilité. Et une autre possibilité aussi, c'est que si on est dans le contexte, puisqu'on a parlé de la maison et de détruire, et là on est plutôt voilà, dans ce domaine-là, il y a aussi un autre terme qu'on peut regarder, c'est le terme de vestibule, ou l'âme, ou ilam. Je vais vous montrer ça. Donc je vais vous montrer le dictionnaire. J'aurais pu tout vous montrer d'ailleurs. Donc déjà, ce que je vous disais, donc si vous allez chercher du côté donc, de Aleph, Lamed, Mem, donc comme je vous disais, donc vous avez l'idée d'avoir l'idée d'être muet, mais comme je dis, donc c'est uniquement onifal. L'idée donc de lier, qui est au piel. Et du coup, là, on pourrait imaginer, alors évidemment, d'autres formes de conjugaison, du katal, tout va dépendre en fait du contexte dans lequel on se trouve, évidemment. Mais voilà, on peut imaginer différentes formes. Alors évidemment, pas du participe, hein, puisqu'on sait que le participe IL, il y a une préformante même. Donc là, on va éviter évidemment on va éviter le participe IL, mais sinon, si vous regardez, je vous remonte le paradigme verbe fort, vous voyez, quand vous avez que les trois consonnes de la racine, ça vous laisse pas mal de possibilités. Hein. Vous pouvez être à l'accompli, donc au katal troisième masculin singulier. Vous voyez, vous pouvez être à l'impératif, que ce soit l'infinitif construit, l'infinitif absolu, vous voyez, ça laisse pas mal de possibilités. Donc, si vous prenez un PL infinitif absolu, on peut dire, voilà, il faut lier, hein, il faut, donc ces gerbes de blé ou quelque chose comme ça, il faut les… Voilà. Et vous avez d'ailleurs, on nous dit, regardez le terme aluma, qui correspond à une gerbe. Donc, c'est peut-être un verbe dénominatif qui vient justement de… Ah, mince, pardon. Qui vient de aluma. Il ne me met pas de lien vers aluma, mais je peux regarder du côté du halot, là. Donc, ah oui, c'est marrant, il ne le signale pas. Alors, je vais retourner du coup voir Kleins. Je vais l'entrer à la main. Il va peut-être me le trouver. Voilà. Aluma, donc, est une gerbe. Voilà. Bon, donc, qui apparaît un certain nombre de fois dans la Bible. Donc, on peut imaginer que dans le contexte de dire il faut faire des gerbes, hein, quelque chose comme ça. Mais alors après, le terme ra, bon, alors on serait plus. Enfin, faut expliquer le reste. Si on est plutôt dans le contexte de la destruction,
il y a aussi une autre racine, un autre terme de la même racine, le terme oulam, qui correspond à un vestibule. Vous voyez, oulam, alors écrit dans le dictionnaire avec un vav, mais qui s'écrit aussi sans vav, et qui peut même s'écrire ilam, donc elam avec un yod. Donc vous voyez, les mères de lecture, ce pas toujours les mêmes. Mais l'idée, donc, c'est un vestibule. Et donc, à ce moment-là, il serait question du vestibule, donc de détruire le vestibule, quelque chose comme ça. Et puis, si c'est un état construit, le vestibule du mal de vos cœurs ou le vestibule mauvais. Et puis ensuite, l'iprem, vos cœurs, autre chose. Enfin, voilà, il faudrait essayer de comprendre un petit peu. Mais vous voyez, toutes les possibilités sont évidemment sont nombreuses. Enfin, là, on est vraiment dans un cas vraiment particulier. Et comme on n'a pas la suite, on ne peut pas trancher entre ces différents contextes. Est-ce qu'il s'agit de détruire une maison, un vestibule qui est mauvais parce que je ne sais pas quoi, il s'est passé quelque chose? Est-ce qu'on est plutôt dans un contexte agricole où il s'agit de distribuer du blé, de faire des gerbes? Donc, vous voyez, là, on est vraiment coincé. Moi, je n'ai pas de solution parce que, comme je vous dis, la réponse, on ne l'a pas. Hein, le texte est fragmentaire. Donc, le mieux qu'on puisse faire, c'est d'évoquer ces différentes possibilités. Oui. Excusez-moi, si on veut détruire un vestibule, il ne faudrait pas qu'il y ait et? Alors, pas nécessairement. Le et est pas systématique, surtout quand le terme n'est pas défini. Voilà. Donc, le et est assez fréquent quand l'objet du verbe est déterminé. Là, ça dépend si c'est. Alors, en plus, est-ce que c'est une chaîne d'état construit ou l'amra librem, donc le vestibule du mal de vos cœurs, la porte d'entrée du mal de vos cœurs? Si on est dans ce genre de discours, là, on rentre dans un discours très, je ne sais pas comment dire, presque prophétique, etc. Pourquoi pas, hein, ça ressemble. Mais c'est là que je me demande si là, on n'est pas un peu influencé par le fait qu'on, dans la Bible hébraïque, on lit beaucoup de textes religieux, du coup, alors que là, dans un ostracon, si ça se trouve, dans un contexte tout à fait agraire. Mais c'est assez classique. Hein. Il y a un ostracon assez célèbre, l'ostracon de Rebet Keyafa, qui a été découvert il y a une dizaine d'années, et donc très difficile à déchiffrer. Et c'est très drôle de voir les différentes interprétations proposées par les spécialistes, par les épigraphistes. Donc, il y en a un qui dit que c'est un texte juridique. Il y en a un autre qui dit que c'est un texte prophétique. Et il y en a un autre qui dit que c'est une liste de noms propres. Voilà, un exercice de scribe. Vous voyez, donc c'est le même ostracon, le même morceau là, de cette taille-là. Souvent, quand c'est mal conservé, quand c'est à moitié effacé, qu'il est fragmentaire, voilà, on peut voir le genre littéraire, tout dépend, le genre littéraire, le contexte, et on peut voir ce qu'on veut. Voilà. On va malheureusement pas pouvoir en dire beaucoup plus, hein, puisque je vous dis, le texte est cassé à la fin. Mais Le Pen, c'est intéressant, de peur que là, on peut imaginer un prophète qui avertit, attention, si tu fais ça, voilà ce qui risque de se produire. Et on a quelques ostracas où, quand même, on mentionne un prophète, hein, les ostracas de Lachish notamment. Je peux vous le montrer vite fait si je retrouve, où il est question d'un prophète. Je vais taper Navi, il va me retrouver ça tout de suite. On dit, voilà, selon la parole du prophète, je ne sais pas quoi. Voilà, Ostracon de Lachish numéro 3. Je peux vous mettre rapidement une traduction anglaise à côté si vous voulez voir. Bon, il faudrait regarder le contexte parce que du coup, je vais vous montrer. Attendez, je vais mettre Lachish 3. Donc, voilà, il dit, bon, c'est un peu long comme truc, et c'est plutôt vers la fin. Il est question du Sefer Toviaou, Eved Ameler, donc il est question donc du livre, hein, de l'écrit, c'est un document écrit, hein, document écrit de Tobias, donc le serviteur du roi. Haba, donc qui est venu El Shalom ben Yada, donc qui est venu voir vers Shalom ben Yada, mais est Hanavi de la part du prophète, etc. etc. Les morts, donc en plus, pour dire, de pauvres les guillemets,
Hishamer, donc prends garde, hein, c'est se garder, prends garde, etc., etc. Donc, vous voyez, on évoque, c'est très intéressant, hein, on évoque qu'il y a quand même quelqu'un qui est venu voir de la part d'un prophète pour avertir le roi ou le serviteur du roi, je ne sais pas quoi, lui dire attention, etc. Donc, évidemment, il y a du religieux partout, hein, on sait, même dans les contextes limites, et on l'a vu au début de cette inscription, on a une bénédiction. Quand on rencontre les gens, qu'est-ce qu'on fait? On les confie à la bénédiction d'Yahvé. Donc, voilà, ça tout le monde est religieux, et, c'est assez classique. Mais est-ce que pour autant, à la fin de cet ostracon, on part là dans un discours un petit peu de type ce qu'on dirait dans les prophètes ou dans le livre des proverbes ou je ne sais pas quoi? Ça reste compliqué. Bon, voilà ce que je peux vous dire pour cette petite inscription qui est malheureusement fragmentaire. Mais ça vous donne un petit peu l'idée. Ça vous donne l'idée de ce sur quoi on travaille. Peut-être ça va vous donner envie de travailler vous aussi sur ce genre de choses. Est-ce que vous avez des questions? Oui. Oui, monsieur. Je voulais en fait savoir pourquoi il y a un dagesh dans le vet de l'Ivrem. Oui, alors, c'est ce que j'ai expliqué tout à l'heure, ça fait partie de la racine. La racine du mot cœur, c'est une racine géminée. La racine, c'est lamed, bet, bet. Voilà. Ok, c'est juste à cause parce que c'est une racine géminée. C'est une racine géminée. Donc, en fait, le bet est géminé dans la racine. C'est le mot qui est comme ça. Donc, le dagesh tombe en fin de mot. Quand l'ève est écrit comme ça, que le bet se retrouve en fin de mot, le dagesh tombe, parce qu'on ne met pas de dagesh en fin de mot. Mais dès qu'il n'est plus en fin de mot, on retrouve le dagesh. Ok, non, parce que j'étais en train de me dire que comme c'était une bégade, enfin bref. Okay, non. C'est pas un dagesh léger, c'est un dagesh fort. Ok, dagesh. Super. Bon. D'autres questions? Non? Alors, sinon, on attaque le troisième texte, qui est un peu plus facile, enfin, je pense, de genre différent en tout cas. Vous me direz ce que vous en avez pensé. Où est-ce qu'il est? Il faut que je le retrouve. Texte 3. Voilà. Excusez-moi. Qui est un genre littéraire différent. Oui? Est-ce qu'on peut revenir sur la vocalisation de la fin de la ligne 7, s'il vous plaît? Oui, tout à fait. D'après ce que vous aviez décrit, c'est un état construit. Est-ce qu'il y a des... après, est-ce que ça change la vocalisation de, par exemple, cœur? Non. Puisque ça serait un état construit à partir de oulam ou... Bien sûr, ça dépend si vous voulez le terme oulam, je vais vous montrer là, donc qui désigne un vestibule. Il s'écrit avec ou sans mère de lecture, mais peu importe, dans tous les cas, l'orthographe ne changera pas. D'ailleurs, vous l'avez ici, vous voyez, état construit, oulam, ou bien oulam avec ou sans. Donc, si vous voulez vocaliser ça, voilà, dans tous les cas, ça donnerait un truc du genre oulam, avec un patard peut-être. Ils mettent état construit avec un kametz. Je suis un peu surpris. Je vais vérifier tout de suite. Moi, j'aurais mis un patard à l'état construit. Mais alors attendez, comment je vais faire? Oulam. Moi, j'aurais mis un patard. Alors, j'ai pas l'état construit. Voilà. Ou bien il n'existe pas à l'état construit. C'est peut-être possible qu'il n'existe pas à l'état construit. Ou bien c'est moi qui ne sais pas bien demander ça. Attendez. Alors. Ah non, c'est ça. Apparemment, il n'est pas attesté à l'état construit. Donc, ma foi, c'est bien ce nom-là pourtant. Voilà, donc il n'est pas attesté à l'état construit. Mais à l'état construit, moi, je mettrais un patard au lieu d'un kametz. Ça ne change pas grand-chose. Mais on ne sait même pas s'il est état construit. C'est pour ça que je vous disais, en fait, il y a tellement de possibilités. On peut aussi dire que c'est comme je vous disais, par exemple, si on pensait au verbe, si c'est un verbe au pliel, par exemple, ça va faire alem si c'est un impératif, ou bien si c'est un infinitif construit, vous pouvez faire soit alem, soit allom. L'infinitif absolu, d'ailleurs, souvent en hébreu biblique, même quand on devrait avoir l'infinitif absolu, on le vocabilise comme un infinitif construit.
Donc là, c'est impossible de savoir, évidemment. C'est-à-dire qu'effectivement, en théorie, vous avez un schème captol pour l'infinitif absolu qui est très rare. En fait, la plupart du temps, il est vocalisé de cette façon-là. Alors, ça peut être une erreur des massorettes, hein, ça peut être les massorettes qui ont pris l'habitude, mais ce n'est pas non plus tellement surprenant parce que l'infinitif absolu a tendance à disparaître. Il disparaît avec le temps, il est remplacé par l'infinitif construit, ce qui fait que même dans des cas où, du point de vue de la syntaxe, c'est la syntaxe de l'infinitif absolu, la morphologie est un infinitif construit. Alors on pourrait dire que c'est un infinitif construit utilisé comme infinitif absolu. Enfin bref, on peut discuter après, mais voilà. Ici, ça ne changera pas grand-chose de toute façon au niveau de la… Enfin, on ne peut pas savoir, comme il y a juste les 3 racines, à l'homme, à l'em. Bon. Donc tout ça, ça reste extrêmement hypothétique. Malheureusement, je ne peux pas… Comme je dis, ça dépend évidemment de ce que vous avez compris. Et comme on ne comprend pas grand-chose, là, on a du mal à vocaliser. Rassurez-vous, à l'examen, ce ne sera pas aussi compliqué que ça. Voilà. Alors, donc, si vous en êtes d'accord, on passe au texte suivant. On change de genre littéraire encore. Hein. J'essaie de vous montrer un peu des textes de genre littéraire différents. Et cette fois-ci, puisqu'on avait discuté la possibilité d'avoir un texte poétique, un psaume, je ne sais plus qui avait demandé un psaume, pas de problème. Voici, je vais copier quelques lignes d'un psaume. C'est un psaume qui n'est pas dans la Bible. Hein. Du coup, c'est un psaume dit apocryphe, hein, voilà, mais qui aurait pu être dans la Bible et qui s'est d'ailleurs retrouvé dans certaines Bibles. C'est un psaume intéressant de ce point de vue-là parce qu'il n'est qu'à moitié apocryphe, c'est-à-dire il est apocryphe pour les uns et pas pour les autres. Donc là, vous allez retrouver pour le coup la phraséologie à laquelle vous êtes habitué dans la Bible. Est-ce que quelqu'un veut lire du coup la première ligne, ou le début en tout cas, un petit bout? Moi? Ouais. Ah bon, d'accord. Non, mais c'est comme vous voulez. Il y a quelqu'un d'autre qui voulait? Oui, c'était Estelle. Ah, mais c'est comme vous voulez. Bon, bah, Bon, Estelle, on d'accord, je écoute. lis alors. Ouais. Alléluia, les David, Ben Yishai, Katon Haïti, Me'aha, Me'arai, Ve'ahir, Nibne, Avi. Je m'arrête là, Oui. dans un premier temps. Donc, Alléluia, Patar sous le He, Sheva sous le Lamed, c'est un Shurek, le Vav, et Kamet sous le Yod, et Dagesh, enfin ma pique dans le He. Mm-hmm. Les David, Sheva sous le Lamed, Kamet sous le Dalet, un Dagesh dans le Dalet, et Irek sous le Vav, Ben, Dagesh, Tsere, Yishai, Irek sous le Yod, c'est un Shin, Kamet sous le Shin. Ensuite, Katon, Kametz, Cholem pour le tête. Mais Ahai, c'est serré sous le même. Patar sous le Aleph et Patar sous le Ret. Vetsaïr, c'est un cheval sous le Vav, Kamet sous le Tzadé, Irek sous le Haïn, Mibne, c'est Irek sous le même, Dagesh dans le bet, Sheva, serré, ensuite le Sheva sous le bet, et
Tseria, sous le Nun. Et Avi, Kametz, sous le Aleph. Et Irak, sous le Bet. Ok, très bien. Alors, on traduit? Alors, Alléluia. Alors, du coup, je ne sais pas si c'est à David. Enfin, je ne sais pas, ça me semble bizarre. Je me demande si j'ai bien compris. À David, fils de Yissa, j'étais le plus jeune de mes frères et le plus insignifiant des fils de mon père. Mhm. Alors, il y avait un mot que vous n'aviez pas vocalisé, là, ce mot-là. Haïti. Ah oui, je l'ai sauté. Donc, Kamet sous le He, Irek sous le Yod et Irek sous le Tav. Et on laisse le deuxième Yod sans voyelle. Très bien. Alors, voyons voir ça dans le détail. J'ai une petite question là. Alors, donc, Alléluia, les David. Alors, vous dites, alors oui, un petit état de vocalisation. David, vous avez mis un dagage dans le dalet? Oui, parce que il me semble que après le cheval, si c'est une lettre du Bégat que Fat, ça prend Dalet, non? En fait, ça dépend du cheval. Si c'est un cheval qui est sans, qui marque la fin d'une syllabe, à ce moment-là, effectivement, la bégade kafat prend le dagash léger et l'occlusive. Si c'est un cheval mobile, c'est-à-dire qui résulte de la chute d'une voyelle, il reste un vestige de cette petite voyelle, même si elle n'est plus vraiment prononcée. Et donc, du coup, il reste fricatif. Et donc, la question, c'est ce cheval sous le lamed, est-ce que c'est un cheval qui est sans ou un cheval mobile? Moi, j'aurais dit mobile, mais Oui, tout à fait. Oui, c'est un cheval mobile. En fait, d'abord, en début de mot, on ne peut pas avoir un cheval qui est sans. En début de mot, ça veut dire qu'il y avait forcément une voyelle. Et donc, et on sait que les prépositions, elles ont des voyelles. Elles sont vocalisées, la voyelle, elle tombe. Donc, effectivement, là, vous aviez une voyelle, A ou I, qui est tombée. Mais c'est un cheval mobile. Donc, ça veut dire qu'il ne faut pas mettre de dagesh. Le dalet est fricatif. Alors, au niveau syntaxe, les David, c'est donc à David, hein, c'est quelque chose qui est à David. Et alors, le Alléluia devant, ça veut dire louéya. Et donc, louéya à David, on peut se poser la question, c'est-à-dire quoi? Quel sens ça a de louer Yahvé pour David? Je loue quelqu'un pour quelqu'un d'autre? Alors, on pourrait dire que c'est en faveur de David. Bien sûr, on peut très bien dire ça. Louer Yahvé en faveur de David. Une autre possibilité, c'est de mettre un point ou un point d'exclamation. C'est-à-dire que vous pouvez dire, voilà, Alléluia, point. À David, point. Ou à David, fils de Yishai, point. C'est-à-dire qu'en fait, ça peut être une dédicace. Et ça, vous allez le voir assez fréquemment dans les psaumes, c'est-à-dire même les psaumes, si je regarde, vous allez trouver fréquemment, attendez, je vais chercher les David, vous allez voir en hébreu biblique ce que ça donne. Si vous allez regarder, on va regarder tout de suite du côté des psaumes, évidemment, là, vous avez tout un tas de psaumes qui commencent comme ceci. À David. Bon. Avec des entêtes. Vous voyez, donc vous avez Mizmor, les David, etc. Bon. Et puis, par exemple, vous avez ici Shigayon. Et là, vous voyez le petit réveilla qui vous dit pause. Voilà. Shigayon, point. Les David, point. Vous voyez, c'est un en-tête de psaume. Donc, vous avez des psaumes de différents types. Des psaumes de type complainte, des psaumes, etc. Et donc là, vous pouvez avoir, là, pareil, vous avez l'Amnatséar, les David. Donc,
voilà, c'est le Menatsea. Alors ça, c'est celui qui dirige ou quelque chose comme ça. Donc, on peut se poser la question de savoir si c'est à une personne ou bien sur un mode particulier. Point. À David. Point. Voilà. Donc, vous avez comme ça tout un tas de types de psaumes. Là, vous avez par exemple Tfila, les David. Donc, c'est une prière à David. Et puis ensuite, alors je n'ai pas vérifié d'ailleurs s'il y avait un truc du type Alléluia, les David, mais il y a toute une série de psaumes Alléluia à la fin du livre des psaumes. Le dernier psaume, c'est ce qu'on appelle un cycle d'Alléluia, mais je ne suis pas sûr qu'on ait à la fois. Bon, là, vous avez Tehillah, donc, qui est une louange. C'est la même racine que Tehillah, c'est halal, c'est comme Alléluia, hein, c'est la même racine. Donc, on dit louange, point, à David, point. Donc, vous voyez, c'est à mon avis comme ça qu'il faut le comprendre. C'est comme ça qu'il faut le comprendre. Ensuite, le lait David, de manière générale, qu'on voit assez souvent, on le traduit souvent de David. Vous voyez, ici, par exemple, hein, on dit de David. Sous-entendu, David en serait l'auteur. Je précise que la préposition lamed, elle indique la direction. Quelque chose qui est à David, ça peut tout à fait être une dédicace. Je dédie à David ce chant que j'ai écrit des siècles plus tard. Et donc, ça ne veut pas dire que David en est l'auteur. Il peut être à David parce qu'on le lui a offert, parce qu'il l'a acheté. Si je dis ce livre est à moi, peut-être parce que voilà, j'ai été l'acheter avec mon argent. Bon, donc ça ne veut pas dire que c'est moi qui l'ai écrit. Ça peut aussi, bien sûr, vouloir dire que c'est lui qui en est l'auteur. Mais voyez, il y a cette ambiguïté sur la préposition lamed, où on dit que c'est un cantique, une chanson, un chant de type Alléluia, et qui est effectivement pour David, à David, alors, soit écrite par lui, soit écrite en pensant à lui. Ensuite, qu'est-ce que donc Ben Yishai, ça c'est fils de Yishai, donc ça il n'y a pas de problème. Katon Haïti Meachai, donc j'étais petit hors de mes frères. La préposition. Alors d'abord, il y a un petit problème d'orthographe là. Le noun, bon là, je ne peux pas le mettre en exposant. Je ne crois pas que je puisse le mettre en exposant, mais il est, en fait, il est écrit au-dessus de la ligne, ce mime. C'est-à-dire que le scribe, au départ, a effectivement écrit même Aleph Chet Yod, et qu'à un moment donné, au-dessus, on a corrigé en on dit, attendez, il manque un noun. Bon. Alors, c'est très intéressant pour nous, parce que ça montre effectivement ce phénomène d'assimilation du noun, qui peut ou pas être assimilé. Vous pouvez dire soit min achai, en deux mots, hein, hors de mes frères, ou me achai, où le noun tombe et le même est collé au mot qui suit. Et donc, vous connaissez les deux, vous êtes habitué aux deux, et bien vous voyez qu'il y a 2000 ans, c'était déjà comme ça. Et qu'il y a 2000 ans, même, à vrai dire, il n'y avait même pas consensus, puisque manifestement, il y en a un pour qui on écrit Meachai comme ça, et l'autre qui dit non, on ne dit pas Meachai, on dit Minachai. Donc, il y en a un qui assimile le Noun, et l'autre qui n'assimile pas le Noun. Ça montre des variantes dialectales. Il y a des régions, voilà, on prononce différemment. En France, vous allez dans le nord, dans le sud, les gens ont une prononciation différente, y compris la prononciation de certaines lettres. Enfin, dans le sud, les gens disent moins. Il fait moins chaud aujourd'hui, moins. Ils prononcent le S à la fin. Bon. Moi, j'ai grandi en région parisienne, on dit moins, on ne dit pas moins. Voyez, donc c'est typiquement dans différentes régions, dans différents milieux, on va prononcer ou non certaines lettres. Et donc, ce type de correction sur le manuscrit est très utile pour nous pour faire de la linguistique historique, donc comprendre l'évolution linguistique et de distinguer différentes époques, mais aussi différentes régions. De dire à une même époque, eh bien, on peut discuter de l'orthographe. Et là ce n'est pas que l'orthographe, mais c'est vraiment de la prononciation, pour savoir si on vient assimiler le noun ou pas. Donc, si vous l'écrivez en deux mots, il faut le vocaliser min achai. Si vous assimilez le noun, il faut mettre effectivement le tséré meachai. Alors, ça ne veut pas dire que c'était comme ça que c'était prononcé à l'époque. Hein. C'est pareil, hein, le fait que lorsque le noun est assimilé et que la gutturale ne veut pas prendre le dagesh, qui est un déplacement compensatoire qui fait qu'on passe du chirek au tséré, ça, c'est des règles de vocalisation massorétique. Et voilà, les massorètes, ils vivent un millénaire plus tard. Donc, on ne sait absolument pas si, à l'époque, au tournant de notre ère, si ce déplacement, si ça se trouve, les gens disaient mi achai
et il n'y avait pas de déplacement serré. Vous voyez, ça, on n'a aucun moyen de le savoir. Vous voyez aussi de dire, donc, j'étais petit hors de mes frères. Cette syntaxe correspond à un comparatif, voire à un superlatif. La préposition min, elle sert à ça. Donc, puisque donc, en hébreu ancien, il n'y a pas de façon de créer un comparatif ou un superlatif. Vous avez fait du grec ancien et vous savez qu'en grec, on prend un adjectif, on peut modifier cet adjectif pour en faire un comparatif ou un superlatif. En hébreu, on n'a pas ce type de possibilité dans la morphologie. Donc, morphologiquement, on ne peut pas distinguer ce niveau. En revanche, dans la syntaxe, quand on utilise la préposition min, eh bien, ça implique le comparatif ou le superlatif. Quelqu'un qui est petit hors de un groupe, c'est-à-dire c'est par rapport aux autres membres de ce groupe. Il est plus petit que ses autres frères. Et si on prend tous les frères dans l'ensemble, là, il dit mes frères, donc j'ai entendu l'ensemble de ses frères, donc il est petit par rapport à eux, donc c'est le plus petit de ses frères. Donc là, vous êtes tout à fait en droit de traduire j'étais le plus petit de mes frères. Monsieur, on pourrait traduire avec le terme parmi, petit, j'étais parmi mes frères, non? Oui, bien sûr. Min indique l'origine. On vient de là. Indique pas le fait qu'on est présent. Parmi, ce serait mieux avec la préposition bête. J'étais petit parmi, donc au sein de mes frères. Be'achai. Là, ça me paraîtrait mieux si vous voulez dire qu'on est parmi, on est au sein d'eux. Il y a d'autres prépositions pour ça. Min indique l'origine, la provenance. Donc, c'est mieux de dire hors de mes frères. Mais évidemment, c'est du français absolument horrible, hein, c'est du mot à mot. Hein. Petit, j'étais hors de mes frères. Bon, ça, c'est vraiment du mot à mot très moche. Faites un petit effort. Vous pouvez dire j'étais le plus petit de mes frères ou quelque chose comme ça. Effectivement, si vous traduisez j'étais petit parmi mes frères, bon, je ne vais pas vous enlever des points. Hein. De toute façon, voilà, c'est pas dramatique. Mais c'est juste pour que vous compreniez bien que l'emploi de la préposition min, ici, elle permet de faire un superlatif. Très bien. Ensuite, le reste, donc effectivement, on a un autre adjectif, Sa'ir, qui est donc le petit. Donc c'est aussi comment dire, c'est un synonyme d'une certaine manière, mais qui est traduit en général par cadet, utilisé dans le contexte familial. Mais il veut dire jeune aussi, hein, donc on peut commencer par dire il veut dire petit ou jeune. Mais disons, on n'a qu'à dire, pour pas dire deux fois petit, on va dire jeune. Donc Sa'ir, jeune, mibné avi, hors des fils de mon père. Là encore, il n'y a pas de superlatif. Hein. Jeune parmi mes fils, les fils de mon père, hors d'eux, jeune hors des fils de mon père, bien le plus jeune des fils de mon père. Et on peut dire le cadet, évidemment, dans ces cas-là. C'est un sens dérivé, hein, ce n'est pas le sens de Tsaïr en tant que tel, mais dans le cas d'un emploi superlatif, le plus jeune, c'est ce qu'on appelle le cadet en français. Alors, vous voyez la structure parallèle, c'est-à-dire qu'effectivement, on voit bien qu'il y a un parallélisme droit qui est assez caractéristique de la poésie. Vous avez Katon parallèle avec Saïr. Ensuite, vous avez la préposition min ici, la préposition min ici. Ensuite, vous avez Achai et ensuite, vous avez Bneavi. Donc, vous voyez comme ça le parallélisme droit, adjectif, préposition min, etc. Il ne répète pas Haïti, ce sera peut-être un peu lourd, hein, mais il y a la conjonction vav ici qui permet donc de lier les deux membres de ce parallélisme droit. Est-ce que vous avez des questions sur ces premiers mots? Ce n'est pas super compliqué, normalement vous êtes en terrain connu là, je pense. Ça va pour vous? Ok. Alors, qui veut prendre la suite?
Nancy. Moi, d'accord. Du coup, on s'était arrêté à. Ok. Ensuite, Vayashimeni Roé. Du coup, ça veut dire il me plaça berger. Ok, Du alors coup, il faudrait le vocaliser. la vocalisation, en dessous, c'est un vaïktol. Du coup, en dessous le vav, un patar. En dessous le yod, un kametz. En dessous le shin, un hirek. En dessous le même, un cheval. Et en dessous le nun, un hirek. Ah non, c'est un signe, monsieur. Du coup, vous Ouais, mettez le point diacritique à gauche. c'est mieux, oui. Voilà. C'est voilà, c'est posé, mettre là. C'est C'est le ça. verbe shum. Sim, le verbe sim. Sim. Le verbe sim qui veut dire placer, poser. Posé. C'est un verbe, Voilà. voilà. Donc c'est un verbe assez courant et c'est souvent celui qui est utilisé en plus dans les paradigmes des verbes concaves, les verbes à deuxième radicale faible. Souvent, on prend le verbe kum et le verbe sim comme modèle. Donc, du coup, normalement, voilà, ça devrait bien aller. Au début, c'est un vaïktol, effectivement. Du coup, qui dit vaïktol dit dagesh dans la préformante. Et dans le dagesh dans le yod, pardon. Voilà. Vayasimeni. Alors, du coup, sauf que du coup, les vaïktol correspondent à un inaccompli court. Je vais vous montrer ce que ça donne. Si vous prenez le verbe sim, alors je ne sais pas s'il a testé en vaïktol. Voilà, vaïasem. Oui. Vaïasem, vaïasem, vaïasimu, etc. Vous voyez que normalement, vous avez une contraction, au lieu de dire vaïasim, donc yassim, il place, vaïasem. Alors, ce n'est pas toujours le cas, et en particulier, s'il y a une postformante ou un suffixe, on va retrouver la vocalisation i. Donc là, est-ce qu'il faudrait mettre un et parce que c'est du vaïktol, ou bien est-ce qu'on va quand même laisser, je vais regarder s'il y a un exemple avec suffixe, il n'y en a peut-être pas tant que ça. Regardez ici, vous avez un exemple, Genèse 45.8, Vaïsimeni. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ici? Alors, je vais y venir. Hein. Ce qui se passe ici, donc, c'est que la façon dont vous avez vocalisé ça, le ni à la fin, très bien, mais d'abord, il manque la voyelle de liaison. Je vous remontre les paradigmes. Les conjugaisons qui dérivent du yiktol ont une voyelle de liaison et, alors que si, au contraire, vous avez un a. Voyez, donc quand vous avez les verbes à finale consonantique, donc au katal, la voyelle de liaison est un a. Voilà, vous avez donc ktal ani, voyez, le ani, donc le ni est précédé par un a. Alors que quand vous êtes au yiktol, etc., c'est-à-dire et les conjugaisons dérivées, vous mettez une voyelle de liaison et. Donc, ktalani, yiktleni. Vous voyez la différence. Donc, déjà, vous êtes au yiktol, donc effectivement, il va y avoir une voyelle de liaison et. Et en principe, cette voyelle de liaison va prendre l'accent. Comme elle va prendre l'accent, elle va faire tomber l'antéprétonique. Donc, au lieu d'avoir le kametz ici, on fait tomber l'antéprétonique. Alors, vous me dites, d'accord, mais on est quand même au vaïktol, on pourrait garder le dagesh. Vaïsimeni. Sauf que, assez souvent, des lettres qui sont censées avoir un dagesh, donc on est censé insister sur cette consonne, on va la prononcer plus longtemps. Mais en même temps, on a fait tomber la voyelle, c'est-à-dire qu'on se dépêche, on fait tomber la voyelle, on se dépêche d'aller à la fin du mot, on se dit, c'est un peu contradictoire, il faut savoir ce qu'on veut. Ou bien je prends mon temps, et donc je maintiens la gémination et je maintiens la voyelle, ou bien je me dépêche d'aller à la fin du mot, et à ce moment-là, je fais tomber la voyelle, je fais aussi tomber le dagesh. Et c'est pour ça que vous aurez assez fréquemment la lettre sans dagesh. Soit dit en passant, c'est ce qui se passe déjà au début de la ligne. Quand vous avez Alléluia, normalement, vous avez un impératif piel. Et l'impératif piel, le piel, la caractéristique du piel, c'est la gémination, la deuxième radicale. Donc normalement, on devrait dire Alléluia. Sauf que, assez souvent, comme on se dit, oui d'accord, mais je ne vais pas non plus m'embêter à
appuyer sur cette consonne si par ailleurs je lui mets un schwa pour me dépêcher d'aller à la suite. Donc assez souvent, quand vous avez une consonne qui devrait avoir un dagesh fort, mais dont on fait tomber la voyelle, on fait aussi tomber le dagesh. Et donc vous aboutissez à une forme de ce type-là. Va ici, meni. Oula. Voilà. Et donc c'est une forme que vous trouvez dans la Bible, par exemple, ici dans Genèse 45:8. Va ici, meni. Et ensuite, le deuxième terme, roé. Je ne suis pas sûr que vous ayez donné la vocalisation. Non, pas encore. Alors, sous le récharien, du coup, sur le va, enfin, voilà, le point haut. Ensuite, aïn, sous le aïn, il y a un ségol. Et voilà. Voilà, c'est tout. Du coup, ça veut dire berger. Alors, oui. Le ségol me dérange un petit peu. Ah. Parce qu'en fait, c'est un participe actif. Et donc, c'est un shem katil à la base, katil, qui donne kotel, qui devrait donner plutôt un tséré. Pensez au participe actif, kotel. Vous voyez, c'est un tséré. Je vous montre le tableau. Non, ce n'est pas ce tableau-là. C'est le tableau des conjugaisons. Vous voyez, kotel, participe actif, kotel. Donc, il y a le verbe paître et celui qui fait paître, donc le pasteur, le berger. Donc, roé, c'est un participe substantivé, c'est-à-dire utilisé comme un substantif, et donc il désigne voilà, voilà, qui devient comme ça le berger. Alors après, c'est sûr qu'effectivement, le fait qu'on ait une troisième faible fait que assez souvent, bonnet, golé, etc., il y a une contraction avec la troisième faible qui était un iode, golai, et du coup ça donne et une syllabe ouverte qui du coup peut justifier d'avoir le ségol. Donc je peux tout à fait imaginer qu'on mette un ségol aussi. En fait, ça va peut-être dépendre de l'accentuation. Enfin, de la cantillation. Si on le met à l'état absolu, peut-être qu'on va mettre le ségol. Ouais. Allez, on va dire qu'il est à l'état absolu, Vayasimeni Roé, parce qu'après il y a proposition Lamed. Bon. Mettons un ségol. Les deux sont possibles. On peut mettre un ségol en se disant qu'on est à l'état absolu, voire même un petit accent disjonctif, et ensuite qu'on continue après avec la préposition Lamed pour la suite. Allez, on fait ça. Donc, avec le fait que la troisième est ouverte, que on a une syllabe ouverte et pas fermée. Mais si on avait l'état construit, par exemple, ou un accent disjonctif, ou un makef, ou ce qu'on veut, là on retrouverait le tséré. Mais en fait, monsieur, par exemple, là, on aurait pu nous-mêmes ajouter un makef? Non, on ne va pas ajouter. Bah, vous pouvez si vous voulez. Oui, le makef n'existait pas à l'époque, donc ça fait partie, disons, de... Oui, si vous voulez mettre un makef, mettez-le. Hein. Non, en fait, c'était juste pour savoir, pour être plus fidèle à la Oui. Après, si vous voulez, tout ça, ça devient vraiment du pinaillage, si vous voulez. Hein. Je veux dire, voilà. Là, concrètement, voilà, comme je vous dis, là, l'exercice de vocalisation est intéressant parce que ça nous oblige à penser la vocalisation massorétique, à mieux la comprendre. Mais bon, voilà, le but, là, c'est quand même de comprendre le texte. Et donc, c'est pas, voilà, vous mettez roé, et puis voilà. Les deux, enfin, mettez ségol ou tséré. Voilà, je ne vais pas vous embêter avec ça. Alors, roé, et alors, vous n'avez pas lu la suite, je crois. Non. Ensuite, le tsonou, ça fait ensuite en dessous cheva. Ensuite, au-dessus du vav, ça fait un rolem. Et le shurek. Voilà, dans le vav final. Un point. Le tsonou. Du coup, en fait, oui. Et en fait, du coup, ça voudrait dire en plus
de ces petits bétails, de ces moutons. Alors, donc, c'est-à-dire, ces petits bétails, c'est ça que vous dites? Ces Oui, moutons? oui, moutons, petits bétails, c'est, enfin, quand Ouais. ils disent petit bétail, c'est tout ce Quel qui est est le terme? mouton Quel est et le terme chien. en hébreu? Attends, où j'ai... Son, Saune, ouais. tzadé, voilà, vav, et puis le nun. Ouais, Et en ouais, fait, ouais. Et le ou voilà, à la fin, c'est quoi alors? c'est le pluriel, c'est un suffixe. C'est le pluriel, c'est troisième personne voilà, troisième personne masculin. C'est C-S-E-S, je ne sais pas comment dire. Pardon? Donc, c'est du pluriel? Oui, c'est trois. Enfin, c'est troisième masculin pluriel. En fait, c'est D'une conjugaison? non, c'est un suffixe. Alors, voilà les suffixes. Hein, je vous les rappelle. C'est un pronom suffixe. Ou sous, Avec, prenez, si vous voulez, je sais pas. C'est avec un nom au pluriel. Ouais. Du coup, c'est Donc, vous avez... première. Ah, pardon, oui, c'est bon. C'est première commune, c'est nous. Et donc, Première personne du pluriel, sous c'est nous. oui. Et le fait que c'est un nom au pluriel, ben. Donc, du coup, le nun ferait partie du suffixe. Non, ben non, normalement, il doit être la racine. Je ne sais plus où j'ai vu notre truc là. J'aurais dû noter. Et ce serait notre bétail alors. Moi, j'ai traduit pour ces moutons ou ces bétails. Ah, mais donc pas notre alors. Donc, c'est pas la première personne du pluriel. Non, non, oui, mais je. Alors, qu'est-ce que ça peut être d'autre alors? Le suffixe son, le possessif de troisième masculin singulier, un Eh relève oui, plein. c'est ça. Sous-so, son cheval. Et à ce moment-là, c'est tsono. Donc là, c'est pas un. Et là, à ce moment-là, c'est un O, sono. Voilà, vous avez son, le bétail, de lui. Sous-so, son cheval, sono, son bétail. D'accord? Et donc, le nom n'est pas au pluriel, son est au singulier. Et le suffixe, c'est donc le suffixe qu'on trouve après un nom singulier. Donc, attention ici, effectivement, à ce que le nun, si c'était notre bétail, ce serait sonner nous. Vous voyez, donc, il y aurait deux fois le nun. Vous voyez Alors ensuite, tson ici, cette orthographe, vous disiez, voilà, ça veut dire bétail. Si vous regardez dans votre dictionnaire, en principe, je ne pense pas que vous trouviez cette forme. Non? Vous avez trouvé ça? Tson? Tzadé, Vavnoun? Il y a un Aleph en principe. Normalement, il y a un Aleph. Si vous regardez dans votre dictionnaire. Oui, c'est avec un Aleph, mais en fait, ça fait partie du vocabulaire qu'on a appris, je crois, pour les grands oraux ou pour quand on était en licence. J'ai retenu un peu ça, mais quand j'ai regardé dans le dictionnaire, il y a un Aleph, effectivement. Vous voyez donc, tson, en fait, la racine, c'est tzadé, Aleph, Nun. Alors, bien sûr, le Aleph est quiescent. Hein, dans la Bible, vous voyez bien, le Aleph n'est pas vocalisé. Et donc, la racine, ici, elle est bien avec un Aleph. Donc, vous avez la racine qui est donc tzadé, Aleph, Nun. Avec une vocalisation tson. Donc, c'est une vocalisation kutl, certainement, quelque chose comme ça, kutl.
qui donne donc, si j'écris en translittération, ou ça peut être un 4 là aussi, avec le A qui devient O. Ouais, on ne va pas s'embêter avec tout ça, bref. Mais donc, ce qui est sûr, c'est que le Aleph, devenant quiescent, n'est plus écrit. Là, ce qui s'est passé, c'est que le scribe s'est dit, bon, bah, le Aleph, de toute façon, on ne le prononce pas, Tson, donc je l'écris Tson. Et vous pouvez bien sûr mettre une mère de lecture si vous voulez. Toujours pareil, une mère de lecture. Et donc, c'est intéressant de se dire, ça, c'est la preuve que le Aleph n'est plus prononcé déjà à l'époque. On aurait pu imaginer qu'à l'époque, le Aleph était encore prononcé. Tson, hein, quelque chose comme ça. Vous voyez, en arabe dialectal, quand vous avez par exemple, roche en hébreu, en arabe, on dit ra'is. Et donc, on bloque vraiment, et il y a même un petit i derrière. Enfin, en fonction des dialectes, on peut tout à fait imaginer de maintenir le aleph, de le bloquer en fin de syllabe, ou de mettre une petite voyelle d'appui après, so'en, quelque chose comme ça. Voilà, on peut imaginer qu'à l'époque, dans ce milieu-là, le aleph était prononcé. Mais comme il n'est plus écrit là, dans la graphie, il a disparu de la graphie, on a bien la preuve qu'effectivement, dans ce milieu-là, en tout cas, dans ce dialecte-là, le aleph n'était déjà plus prononcé à l'époque. Ça, c'est une information linguistique intéressante. 1000 ans avant les Massorètes, on sait en tout cas que dans certains milieux, quand on prononçait l'hébreu, le aleph, dans cette situation-là, n'était déjà plus prononcé. Et que donc, ça se prononçait effectivement tson. Donc, roé letsono, donc, pâtre pour son petit bétail. Pasteur pour son petit bétail, berger pour son petit bétail. D'accord? Excusez-moi. Oui. Si c'était, si berger pour son petit bétail était COD de il me place, enfin du verbe placer, enfin pas COD mais en tout cas complément, il lui aurait pas fallu comment dire, une préposition devant berger, parce que moi j'avais analysé en fait berger comme le sujet du verbe chim. Ah oui. Oui, ah bah oui, on pourrait imaginer que roé soit le sujet du verbe. Je n'ai pas pensé à ça. Il y a simeni roé, letsono. Donc voilà, un berger me plaça pour son bétail. Ça, c'est possible, effectivement. C'est tout à fait possible d'analyser comme ça. C'est sûr que s'il y avait un lamed devant roé, ce serait effectivement beaucoup plus explicite. Il y a simeni les roé, letsono, ça serait très bien. Là, vous avez raison, ça lèverait l'ambiguïté. Le lamed n'est pas non plus obligatoire. Hein. C'est sûr qu'il permettrait de... Mais si on prend l'exemple du verbe sim qu'on regardait tout à l'heure, justement, si vous regardez... Non, pourquoi il me dit sim? Voilà, si vous regardez... vous voyez par exemple ici, donc Yahvé plaça sur Caïn un signe. Et donc, alors attendez, oui, non, parce que ça, c'est il me place. Ah oui, alors c'est ça, il faudrait trouver un cas de figure où il est placé dans une position, que cette position n'est pas introduite par la proposition lamed. Alors là, ouais, alors effectivement, je suis d'accord que la mettre devant serait mieux. Mais du coup, est-ce qu'on a des exemples? Il faudrait regarder, il faudrait reprendre toutes les occurrences et voir si on a des cas où effectivement l'objet indirect n'est pas introduit. Bon, on ne va pas perdre de temps là parce qu'on risque de passer beaucoup de temps. Bah, là, il y a un exemple intéressant. Genèse 28-18. Donc, Vayashkem Yaakov Baboka. Donc, Jacob se leva de matin. Vayikar et Even. Asher Sam. Et là, Mara Shotav. Donc, et il prit la pierre qu'il avait placée chevet. Voilà. Comme chevet. Donc,
on aurait pu imaginer aussi qu'il y avait une préposition lamed. Asher, Sam, les Mara, Shotav. C'est sûr que si on avait eu le lamed avant, ça aurait été plus clair. Vous voyez, le fait d'avoir un. Et on l'a d'ailleurs déjà au verset 11. Hein, d'ailleurs au verset 11 déjà. Vayikar me avne hamakom, vayasem mera shotav. Donc, et il le plaça, et il la plaça comme chevet. Hein, quelque chose comme ça. La préposition lamed, moi je préférais aussi effectivement la préposition vayasem, les mara shotav. Mais il n'y a pas la préposition lamed. Donc voilà, on a quelques exemples où la préposition lamed n'est pas obligatoire. Voilà. Donc c'est sûr que votre remarque est pertinente. Hein. S'il y avait la préposition lamed, on aurait pu éviter l'ambiguïté. Sans préposition lamed, il y a une ambiguïté. Roé peut tout à fait être le sujet du verbe veyasimeni, surtout que c'est troisième, c'est un masculin, donc si on a vu un terme féminin avec un verbe masculin, enfin, mais là effectivement on peut tout à fait imaginer que donc un berger me plaça alors pour son troupeau. Évidemment, dans le contexte, ça a plus de sens de dire que... Ça pose la question, me placer quoi? Bah moi, il me plaça. Dans tous les cas, l'objet du verbe, c'est ni, c'est moi. Oui, me plaça, moi, pour son petit bétail, mais placé en tant que quoi? Non, ça pose... il me place là pour le bétail, il me met là pour que je m'occupe du bétail. Non, mais ce ne serait pas gênant. Hein. Je veux dire, c'est simplement, le problème, c'est de dire qui est ce berger. Un berger me plaça... voilà, on se dit, tiens, que vient faire un berger ici? Qui est-il? Vous voyez ce que je veux dire? Dans le contexte, évidemment, ça n'a pas beaucoup de sens. Mais en fait, on traduit forcément par un berger, parce que moi, comme c'est enfin, je l'ai analysé comme un participe actif, et d'après ce que je comprends, c'est ce qui est fait aussi. Oui. Donc, on pourrait traduire par celui qui paie, pas forcément directement par le substantif. Non, mais bien sûr. Moi, je le comprenais par celui qui paie, me place. Oui, mais il faudrait l'article défini. Haroé. À ce moment-là, on aurait Haroé. Bah oui. Le berger me plaça pour son troupeau. Et le berger, on se dit, c'est qui? Alors, ça peut être Dieu, du coup, effectivement. On se dit, le berger, lequel? Yahvé. Mais là, un berger, le fait qu'il n'y ait pas l'article défini, ça pose problème. Un berger, ce n'est pas Yahvé, puisque Yahvé, on en a déjà parlé. Vous voyez ce que je veux dire? C'est donc un berger, on ne sait pas lequel. Voilà. Donc, c'est pour ça que je dis dans le contexte, vraiment, là, je suis à peu près sûr que quand même, ce que l'auteur a voulu dire, c'est « il me plaça comme berger pour son troupeau ». Même si, effectivement, le roé n'est pas précédé par un lamed, ce qui aurait été un peu mieux pour nous pour lever l'ambiguïté. Comme je vous dis, on a en plus un parallèle, là je vous ai montré dans la Bible, en Genèse 28, donc le lamed n'est pas obligatoire, hein, ce n'est pas une faute, hein, ce n'est pas l'auteur qui est fautif. D'accord. Alors, on continue? Oui, je continue. Moshel, du coup, il y a la conjonction de coordination et chef ou souverain. Ouais. Ensuite, la vocalisation. Oui. Sous le vav, il y a un cheval. Au-dessus du deuxième vav, il y a un rolem. Et ensuite, c'est un shin pour le point diacritique à droite et un serré. C'est ça. Ouais. Alors, c'est pas mal. Il y a une petite erreur dans la vocalisation. Est-ce que quelqu'un l'a repéré? C'est vous, mon cher. Oui, c'est ça. C'est une boumaf. Hein, c'est un boumaf. Une bilabiale. Le même est une bilabiale. Bed, vav, mem, p, hein, une boumaf. Et donc, devant les boumaf, la conjonction vav est vocalisée avec un shorek. Donc, on va dire ou moshel. On ne va pas dire ve moshel. Ensuite, c'est en trois parties. Bigedi Getan. Du coup, ça fait un dagesh dans le bet, un hirek sous le bet, un cheval sous le guimel, un hirek sous le dalet, un cheval sous le vav,
un kamet sous le tav. Voilà. Ouais. Et ça pourrait dire dans ou parmi ces chevreaux. C'est chevaux? Ces chevreaux. C'est chevreaux, oui, c'est ça. Oui, oui, c'est ça. Oui, 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 oui. Très bien, très bien. Là, je suis surpris de ce cheval sous le vave. Le cheval sous... Bah, parce qu'en fait, moi, j'ai mis un point d'interrogation. Du coup, je ne sais pas trop si c'était... Je ne savais pas quoi faire de ce cheval. Ouais. C'est vague, plutôt. C'est la marque du pluriel féminin avec un hôte. Ouais. Ah, ok. Quel est le terme chevreau en question? C'est guimel. Attends, j'ai écrit guimel, dalet et yod. Ça fait en fait guidi. Oui, oui, oui. Alors effectivement, donc il y a effectivement Guédi qui est donc le chevreau. Sauf que du coup, on peut le mettre aussi au féminin. Ouais, mais D'accord? du coup, ça change tout la vocalisation. Donc si on part de Guédi, qu'on veut mettre au féminin, Gdia, ça va donner ça. Éventuellement avec un dagesh dans le yod, si on veut signifier que le yod fait bien partie de la racine. Que du coup, on veut le mettre au pluriel. Gdiot. Vous voyez? Donc ici, ce qu'il faut changer, il y a un dagesh dans le yod, un cholen dans le vav, et puis du coup, derrière, évidemment, le suffixe troisième masculin singulier. Donc, c'est chevrette à ce moment-là, quelque chose comme ça. D'accord. Du coup, Alors, pour ces oui, chevreaux, bah, plutôt chevrette ou quelque chose comme ça. Ah, Voilà. okay. Et ensuite, Yada. Oui, alors attendez, juste signaler encore, vous voyez la structure parallèle. Hein. C'est-à-dire que vous avez donc Roé qui est parallèle à Moshel, ce sont deux participes actifs. D'accord? Ensuite, vous avez la préposition, Lamed ici et bête ici. Ensuite, vous avez un nom de bétail, hein, d'animal, Tson, Gdiot. Et puis ensuite, vous avez, il faut que je trouve encore une autre couleur, le pronom suffixe, O et Av. Vous voyez, donc là, vous avez, là encore, un parallélisme droit, Roé, Moshel, Les, B, Tson, Gdiot, O et Av. Voilà. Donc, Pâtre pour le troupeau de lui, et ensuite, meneur, dirigeant, ou je ne sais pas quoi, bref, dans ou avec les chevrettes de lui. Ouais. Okay. Ensuite, le mot qui suit, c'est Yada. C'est mes mains. Du coup, Yod, sous le Yod, le premier Yod, il y a un Kamet. Et sous le Dalet, il y a un Bata. Mm-hmm. Voilà. Ensuite, c'est le mot qui suit, c'est Yasu. Asu. Asu. En dessous, le Aïn, c'est un Kamet.
Et c'est le point diacritique, c'est un signe, donc à gauche, et un shurek dans le vav. Et ça veut dire, en fait, ça, c'est mes mains, le pluriel, c'est un pluriel construit. Il est construit avec le mot qui suit, donc du coup, mes mains en fait. C'est bon? Monsieur, vous dites rien, ça fait peur. Oui, mais j'attends, vous finissez la phrase parce que. Ok, et le dernier mot enfin, de cette partie-là, c'est une flûte ou une pipe. Du coup, ça fait ougav. Ougav. C'est un point dans le, enfin, c'est un chourek dans le vav et un kames sous le guimel. Très bien. Du coup, mes mains ont fait une flûte ou une pipe. Très bien. Très bien, très bien. Bon, ben, jusque-là, il n'y a pas de problème. Donc, effectivement, Yada, Yasu, Gav, mes mains ont fait une flûte. Ensuite, c'est V et C, V, O, ou non, Ti. Du coup, ça fait et mes doigts, les doigts de moi. Sous le Vav, il y a un cheval. Sous le Aleph, il y a un tsiri. Non, un ségol, pardon. Sous le Aleph, un ségol. Sous le Tzadé, il y a un cheval. Sous le Bet, du coup, il y a un dagesh dedans. Le Bet, il y a un cheval encore. Et après, un Cholam au-dessus du Vav. Et un Hirek sous le Tav. Fait et mes doigts. Oui. Alors, il y a quand même si vous regardez, il y a un petit problème, c'est-à-dire que là, vous avez dit mes doigts, hein, comme c'est du pluriel, hein, et la finale hot correspond à du pluriel, et pourtant le yod, vous avez mis un chirek, qui est normalement donc pour le singulier. Vous voyez, souci mon cheval, soussaille mes chevaux. Oui, c'est un patard, du coup. Donc c'est ça, il faut penser à mettre un patard. Donc V etzbeotai, donc et mes doigts. Et ensuite Mes doigts, ensuite c'est le mot harpe ou guitare, c'est un kaf. Sous le, ça fait attends, kinor. Du coup, sous le kaf, il y a un hirek. Dans le nun, il y a un dagesh. Au-dessus du vav, ça s'appelle un rolem. très bien. Très bien. Effectivement, donc c'est une lyre, hein, c'est l'ancêtre de la guitare, si vous voulez. Et mes doigts, une lyre. Alors, il manque le verbe être, ou le verbe faire, pardon, mais là encore, vous avez une structure parallèle. Vous avez ici, donc où est-ce qu'on est? Le terme, voilà, donc vous avez le terme yad, qui est la main, et le terme etzboa, qui est le doigt, donc mes mains, mes doigts, avec le pronom suffixe, les mains de moi, les doigts de moi. Et puis ensuite, vous avez l'objet du verbe, c'est-à-dire ici, on dit, donc bon, il y a le verbe faire, et là, ici, qui n'est pas répété de l'autre côté. Et puis ensuite, vous allez trouver donc l'instrument, ougav, parallèle à kinor. Donc vous avez encore à chaque fois des parallélismes droits très classiques en poésie hébraïque. Monsieur, mais dans le contexte, on ne peut pas se dire que mes mains ont fait une flûte et mes doigts, du coup, le on fait, ça revient à
enfin, dans notre tête, on fait automatiquement un rapport, un lien entre les doigts, mes doigts et la lyre, le harpe. Du coup, on se dit en fait, soit mes doigts ont fait aussi. Est-ce qu'on peut dire que le verbe, le premier verbe, il va pour les deux? Oui, oui, c'est exactement ce que je viens de dire. Vous avez un parallélisme droit. Donc, mes doigts ont fait une flûte, enfin, mes mains ont fait une flûte, mes doigts ont fait une lyre. On ne répète pas le verbe faire, mais les autres membres sont répétés dans le même ordre. C'est un parallélisme droit. On pourrait avoir un parallélisme inversé, c'est-à-dire un chiasme, mais en l'occurrence, le fait qu'on ait cette structure parallèle montre bien effectivement que oui, c'est bien de ça dont on parle et qu'on ne supplée pas, il faut suppléer le verbe faire, qui n'est pas répété, mais qui est évidemment suppléé par le contexte. Ok, merci, je n'avais pas compris. Okay. Voilà, voilà. Excusez-moi. Le verbe faire ici, c'est dans le sens de fabriquer. Oui, 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 c'est ça. Il est utilisé dans le son de verbe fabriquer. Oui, c'est ça. Ce qui n'est pas rare, hein, parce que ça, c'est un verbe très très large. C'est faire au sens large, mais c'est aussi, oui, c'est pas surprenant qu'il soit utilisé dans ce sens-là. Bon, très bien. Écoutez, moi, je n'ai pas d'autres remarques. Est-ce que c'est bon pour vous? On passe à la suite? Très bien. Alors, qui veut nous lire la ligne 5? Au moins le début, en tout cas. Je vais essayer, monsieur. Oui, très bien. Très bien. Donc, on est à la ligne 5. Donc, moi, je propose va à Sima. Donc, je pensais que c'était un Vaiktol à la première personne du singulier. Donc, on a un patat sous le vav, un kamet sous le aleph. Ensuite, on a un hidek plein. Donc, on a, voilà. Et un kamet sous le même. Il peut vouloir dire le hé de direction. Le A de direction, et vous traduisez ça comment alors? Attends, comment j'ai traduit ça? Attendez. Comment j'ai dit ça? Chimie. Attends, j'ai Attends, où est-ce que je suis? Voilà. J'ai mis vers quelqu'un. Non. On peut dire, monsieur, j'ai mis en. Quoi? Est-ce qu'on peut dire j'ai mis en? On? Oui. Mettre en vers quelqu'un. Parce que tu vois, le mot l'Adonai, du coup, j'ai mis en Yahvé. En fait, il faut prendre la suite l'Adonai avec le mot qui suit. Ça fait j'ai mis en Yahvé la gloire. Enfin, je continue peut-être à vocaliser pour pouvoir. Ah, j'ai mis en Yahvé la gloire. Ah oui, d'accord. Oui. Mais du coup, le A de direction correspondrait à quoi alors? Ah oui. C'est pas plutôt un coortatif, enfin, pour souligner le mode volitif, en fait? Ben oui, je pense aussi que, parce qu'un A de direction derrière un verbe, ça n'a pas beaucoup de sens. Un A de direction, c'est la direction du mot auquel il est suffixé. Donc en direction d'une ville, en direction de la maison, mais en direction d'une action, ça n'a pas beaucoup de sens. Donc il vaut mieux le considérer comme étant le A du volitif, hein, du coortatif en l'occurrence. Regardez. Vous avez ectol, ectola. Vous voyez? Et voilà. Et donc, voilà.
Donc, je veux faire quelque chose. Donc, du coup, si on dit que c'est du coortatif, ce n'est pas du vaïectol. De toute façon, si ça avait été du vaïectol, le patar n'aurait pas été, puisqu'il aurait fallu mettre un kametz, puisque comme il n'y a pas de dagesh, il y aurait eu un déplacement compensatoire. Mais bon, heureusement, tout ça tombe à l'eau, puisque finalement, on dit je veux placer. Donc, vous mettez le point sur le signe, il ne faut pas oublier. Donc, c'est un vaïectol tout simplement, monsieur, c'est ça? C'est juste un vaïectol et non pas un vaïectol. Exactement. Et Okay. pourquoi c'est un yectol? Parce que c'est un mode volitif. Asima, je veux placer. Volitif, okay. Avec le vaïectol. Okay. Et je veux placer. Ben là, on a l'Adonai. Ouais. En Yavi. Donc, ça fait Kamet, cheval sous le yod, et enfin, Pata sous le lamet, cheval sous le yod et le Kamet sous le vav. Ouais. Et ensuite, le mot qui suit, c'est Kavod, Chavod. Donc, ça fait Kamet. Ouais. Et un Roland plein. C'est ça, Chavod. Mais Asima l'Adonai Chavod, je veux placer pour Yahvé le kavod qui veut dire ce qui est lourd, donc la lourdeur, mais évidemment dans le sens métaphorique, c'est la gloire. Hein, c'est un terme auquel vous êtes habitués, l'honneur, la gloire. Donc je veux mettre pour Yahvé de la gloire. Donc, je veux donner, en français on dirait quoi? Donner gloire, rendre gloire à Yahvé, quelque chose comme ça. Lui attribuer la gloire. Je ne sais pas comment ça traduit en français. Bon là c'est placé, hein, il place. Mais c'est intéressant de garder placé parce que à la ligne d'avant on dit que Dieu l'a placé berger, et donc lui place la gloire. Donc vous voyez, vous avez le fait que vous avez deux fois le verbe cible qui est utilisé. Dieu place David, et David lui place en retour l'honneur à Dieu. Quand on dit l'Adonai, le cheval sous le yod, il ne tombe pas? Alors si, tout à fait. Souvent, il tombe. Parce qu'en fait, Adonai, c'est un Aleph qui devient quiescent. Donc, du coup, il tombe. Bon, mais de toute façon, je ne vocalise pas quand c'est comme ça, puisque les massorètes ne prononcent pas le tétragramme. Donc, effectivement, je ne vocalise pas. Mais effectivement, si on vocalise comme si c'était écrit Adonai, évidemment, si vous prenez Adonai, donc vous avez ça comme ça, qui s'écrit normalement Adonai. Si vous mettez le lamet devant, les Adonai, hein, pour Adonai, bah, du coup, deux shva qui est sans, le premier remonte en voyelle pleine, la Adonai, et de faire le la Adonai, le Aleph devient qui est sans, l'Adonai. Donc vous pouvez tout à fait vocaliser comme ça. Je continue. Ensuite, on a le verbe amar. Donc, ça fait amarti, avec un kamet sous le aleph, un patat sous le même, un jva sous le riche, un hirek plein, avec le point diacritique, enfin, le dagesh dans le ta. Très bien. Donc, ça veut dire jeudi. Oui. Ensuite, on a Ani. C'est un ratef pata avec un hirek plein. Donc, je dis à moi, je me dis. Non, c'est moi je dis, c'est pas je dis à moi, c'est moi je dis. Ah, pardon, moi je dis, oui, pardon. Moi je dis. Ensuite, on a Venafchi. Donc, on a un cheval sous le bait. Un pata sous le nun. Un cheval sous le p. Et un hirek plein. Donc, ce qui veut dire dans mon âme. C'est ça. Moi, je dis dans mon âme. Je me dis à moi-même, quoi. C'est ça, en moi-même. C'est ça, en moi-même. Un nefesh qui est une façon d'évoquer la forme réfléchie. Quand on a une forme réfléchie, en général, on utilise le mot nefesh, qui donc supplée au fait qu'il n'y a pas de pronom réfléchi en hébreu. Donc voilà.
je dis à moi-même. Ok, très bien, on continue. Donc, ensuite, on a le mot montagne, ha. Donc là, on a l'article, ça fait haharim. Je suis juste en train de copier le reste du texte. Hein, je vous écoute. Donc, haharim, ça fait sous le premier hé, on a un kametz. Ensuite, sous le deuxième hé, on a encore un kametz avec le dagesh de l'article. Et on a le pluriel im avec un hiret. D'accord. Alors, il y a quelques petites erreurs là sur ce haharim. Le dagesh de l'article, on ne l'aura pas dans le deuxième hé. Allô? D'accord. Puisque c'est un hé, hein, donc le hé ne prend pas le dagesh de l'article. D'ailleurs, normalement, ça aurait été un patar. On aurait patar plus dagesh. Comme on n'a pas le dagesh, il y a effectivement un déplacement compensatoire qui est en général un kametz, sauf que là, en l'occurrence, on va avoir un ségol. C'est un cas particulier où le fait qu'il est suivi lui-même d'un hé et qui n'est pas accentué, puisque l'accent tombe ici, et bien du coup, on va avoir un déplacement et on va aller voir du côté du ségol. Voilà. Heharim. Donc, les montagnes. Si ça avait été du singulier, hahar, mais le pluriel, heharim. Donc, Okay. les montagnes. Ensuite, on a la négation l'eau. L'eau, très bien. Donc, un cholam plein, quoi. Ouais. Et ensuite, on a un verbe, c'est yaidou. Donc, on a un kamet sous le yod, un hidek plein et un cholam, un shurek à la fin. Donc, très bien. je veux dire, attends, les montagnes, le temps de là. Et alors, ça veut dire quoi ce terme? C'est le verbe témoigner. Ne témoigne pas. Oui, très bien. Donc, si je traduis, ça fait... Et je place en Adonai, en Yahvé, la gloire. Je dis en moi, à mon âme, les montagnes ne témoigneront pas. D'accord. Très bien, très bien. Quelqu'un veut prendre la suite? Oui, bah alors si vous faites, oui, parce qu'on arrive de toute façon bientôt à la fin de la séance, donc faites encore quelques mots et puis on va s'arrêter. D'accord. Donc, du coup, l'eau, là, c'est la préposition avec le pronom suffixe, ça fait troisième masculin singulier, ça dit à lui. À lui, c'est ça. Les montagnes ne témoignent pas pour lui. Voilà, pour lui. Ensuite, on a vehagi haute. Donc, on a un jva sous le va, un pata sous le he, un hirek sous le gimel avec un dagesh dans le gimel. Ensuite, on a un jva sous le vet et on a final pluriel féminin. Et qui est construit avec le lot, ne pas, la négation lot, juste après. Donc, ça veut dire, ça on parle de colline qui ne proclame pas. Oui, alors j'ai un petit problème sur le... Enfin, un petit problème. Votre vocalisation, en fait, give hot, en fait, ne fonctionne que si vous êtes à l'état construit. Parce que si vous êtes à l'état absolu, ce qui est le cas ici, hein, parce que vous avez la négation, l'eau. Donc, ça veut dire que l'accent est ici.
Et ça veut dire que c'est l'antéprétonique qui tombe. Donc, vous avez gv. Donc, c'est gvaot. Il faut le vocaliser comme ça. Gvaot. Monsieur, vous pouvez reprendre l'explication vite fait, parce qu'en fait, par rapport au lot, vous pouvez reprendre l'explication. Pardon? Vous pouvez reprendre l'explication que vous venez tout juste de dire, c'est juste que si je n'ai pas Oui, fini. ce que je vous explique, c'est que donc le pluriel de give a, donc give a qui est donc effectivement la colline, eh bien le pluriel de give a, c'est gvaot. Sauf si c'est à l'état construit, où là, vous allez avoir give hot quelque chose. Par exemple, je ne sais pas, give hot Yehuda, les collines de Juda, voilà, give hot Yehuda. Et si c'est juste de l'état absolu, gvaot. L'accent est ici. Quand vous êtes à l'état construit, on considère qu'on se dépêche d'aller au mot qui suit. Et donc, effectivement, on va faire tomber l'avant-dernière syllabe. Mais là, on ne fait pas tomber l'avant-dernière syllabe, c'est la dernière syllabe qui est accentuée, et du coup, c'est l'antéprétonique qui tombe. Donc, c'est sous le guimel que la voyelle tombe. Alors, il y a toujours des jeux comme ça, hein, de quelle est la voyelle qui tombe. Donc, au singulier, vous avez give a, et au pluriel, gvaot. Voilà. Mais ça, vous avez la même chose. Vous voyez, pensez à meler, mlachim, au pluriel, malché à l'état construit. Vous voyez, meler, mlachim, malché, ce n'est pas la même voyelle qui tombe. D'accord. Donc, hagvaot. Là, ce sont les collines. Oui. L'eau, là, on a encore la négation l'eau. Oui. Ensuite, on a encore un verbe. C'est yadidou, si on peut le vocaliser comme ça. Ça fait un pata, un hiret sous le guimel, avec comment on appelle ça? Le dagesh dans le guimel. Et un ou à la fin, la finale. Oui. Donc, et les collines ne proclameront pas. Le verbe proclamer. Quel est le verbe du coup? C'était nagad, c'est un pénoun. C'est ça, oui, c'est un verbe pénoun. Donc, vous voyez un petit peu la difficulté. Le verbe nagad, alors qui évidemment, voilà, on déclare, on prend la parole, etc. Donc, effectivement, c'est un verbe courant. Mais effectivement, là, comme le noun est assimilé, s'il y avait eu le noun ici, ça aurait été plus facile à identifier. Tu as vu Yann Guidou, mais non, évidemment, il a été assimilé. Alors, vous repérez encore, du coup, le parallélisme. Hein. Vous avez ici, donc, He Harim, qui est pareil à Hagvaot, hein, donc avec l'article défini, le terme montagne est parallèle à colline, le pluriel im et le pluriel hot. Ensuite, vous avez la négation l'eau, et puis ensuite, vous avez un verbe, il y a idou et il y a guidou. Avec en plus, vous voyez, des phénomènes où la prononciation est proche. Ya, dou, et il y a juste le guimel qui est parallèle au aïn. Il y a idou, il y a guidou, vous voyez, il y a vraiment, donc on joue sur la sonorité. Bon, bah écoutez, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Si vous n'avez pas de questions là sur ce qu'on vient de voir, je vois que l'heure tourne, alors il faut qu'on s'arrête. C'est bon pour vous? Oui, merci. Bon. Bah, écoutez, je suis très content d'avoir fait ce cours avec vous, d'avoir eu l'occasion de vous montrer toute la richesse de la langue hébraïque à l'époque de la Bible, dans des textes qui ne sont pas dans la Bible hébraïque, mais qui auraient pu s'y trouver finalement, et qui sont très proches de textes que vous avez dans la Bible hébraïque. Ça vous montre l'évolution de cette langue au fil des siècles, les différents genres littéraires, les différents dialectes à une même époque, avec justement ces problèmes d'orthographe. Et puis, bien sûr, l'exercice de la vocalisation massorétique qui vous a permis certainement de devenir des pros de l'hébreu massorétique et qui vous aidera, je pense, lorsque vous lirez des passages de la Bible hébraïque, vous aurez plus de facilité pour comprendre cette vocalisation massorétique ou l'interroger, même dans certains cas. Je vous souhaite bon travail pour les révisions pour l'examen, qui aura lieu donc après-demain. Et j'aurai grand plaisir à vous retrouver à une autre occasion.